Chers téléspectateurs de MyUIC TV, bonjour et bienvenue au 4e épisode de votre programme Téléboss. Nous avons la chance aujourd'hui d'être reçus, non pas chez nous comme habituellement, mais dans les locaux de SOS Médecins Cameroun, qui est la structure du docteur Claudel Louissi, que nous avons la chance d'interviewer aujourd'hui pour ce 4e épisode. Alors bonjour docteur Claudel Louissi et merci de nous recevoir. Alors bonjour à l'équipe de Téléboss, c'est un plaisir pour moi déjà de vous recevoir au sein de notre siège à Douala, SOS Médecins Cameroun, et surtout pour cette interview. Et je tiens à préciser que j'apprécie votre magnifique initiative qui est louable et qui permet de promouvoir le travail et les initiatives de la jeunesse. Alors, c'est vrai que le docteur Claudel Louissi n'est plus à présenter, mais bon, pour nos chers téléspectateurs qui ne le connaissent pas forcément, nous allons lui demander vraiment modestement, monsieur Claudel Louissi, de bien vouloir nous présenter quel est votre parcours académique et puis professionnel. Alors, c'est vrai que je n'aime pas particulièrement qu'on m'appelle docteur. Ça crée souvent la polémique. On se dit, mais tu as fait des études, tu es médecin, parce que je suis médecin de formation. Et pourquoi tu n'aimes pas qu'on t'appelle docteur? Parce que dans notre pays, il y a une maladie, parce que je qualifie ça comme étant une maladie que j'aime appeler la diplomite. La diplomite, c'est l'infection qui est causée par une abondance de diplômes. Et la plupart des fois, ça ne correspond pas à une certaine consistance intellectuelle qui devrait être en corrélation avec les diplômes qu'on a. Donc, on va à l'école, on accumule les diplômes, on accumule tout ce qu'on veut accumuler pour meubler son CV, alors que voilà, on va chercher les diplômes et non la connaissance. Donc, Claudel Noubissier, c'est vrai que j'ai un deuxième prénom qui s'appelle Joël, donc c'est Claudel Joël Noubissier. Je suis médecin de formation. J'ai été formé dans un institut privé qui s'appelle l'Institut supérieur des sciences de la santé de l'Université des Montagnes. Je suis sorti médecin en novembre 2014, donc c'est depuis lors que j'exerce en tant que médecin. Et entre autres, j'aime me présenter comme étant un autodidacte parce que je mène plusieurs autres activités qui ne sont pas forcément liées à la formation que j'ai eue en tant que médecin. Et voilà, c'est ça, mais sur le plan purement académique, c'est la formation que j'ai. Je n'ai pas une autre formation, du moins pour le moment. Alors, vous expliquez souvent, vu que moi je vous suis sur les réseaux sociaux, que vous n'avez pas voulu entrer dans le chemin habituel après votre diplôme de médecin, défiler dans les cliniques ici et là pour chercher le boulot. Pourquoi ne pas avoir choisi ce chemin? Alors là, ça me permet de présenter et de questionner le système de santé de notre pays parce que c'est en fonction de ça que je me suis dit qu'il fallait penser autrement. Nous sommes dans un pays où il y a énormément de problèmes sur le plan sanitaire. Et lorsqu'on est étudiant en médecine, qu'on entre en formation, lorsqu'on sort de l'école, le canevas est déjà presque tracé. Soit vous allez faire peut-être le concours de la fonction publique, comme quelqu'un comme moi qui était dans un institut privé, puisqu'il n'y a que les médecins des instituts publics qu'on intègre. Donc, soit vous passez par le concours de la fonction publique, soit vous allez postuler peut-être dans une clinique, dans une ONG, soit vous allez vous faire spécialiser. Mais sauf que ça ne résout pas le problème de notre système de santé. Et là, je vais présenter les incohérences de ce système. Au Cameroun, il y a 6 facultés de médecine. Il y a 4 publiques. Il y a Yaoundé, Douala, Bamenda et Boya. Et il y a 2 qui sont privées, à savoir l'Université des Montagnes où j'ai été formé et l'Institut supérieur des technologies médicales ISTM qui est à Yaoundé. Alors, ceux des facultés publiques, lorsqu'ils sortent de la formation, ils sont directement intégrés dans la fonction publique. Et parmi eux, la plupart d'ailleurs, lorsqu'on les affecte dans les régions éloignées, peut-être à Kolofata, peut-être dans la frontière, ils n'y vont pas. Ou ils partent prendre service et ils reviennent à Yaoundé et Douala. C'est pour ça que plus de 60% des médecins au Cameroun exercent à Yaoundé et Douala. Parce que les conditions dans ces zones reculées-là sont tellement médiocres qu'ils n'aiment pas exercer là-bas. Et ceux des facultés privées, eux, doivent passer par le concours de la fonction publique en plus de tous les médecins qui reviennent de l'étranger chaque année. Parce qu'il y a les médecins camerounais qui ont été formés au Sénégal, au Mali, en Guinée, en France, en Allemagne et qui veulent aussi exercer au Cameroun et qui reviennent donc chaque année. Donc eux plus les médecins des facultés privées passent par le concours de la fonction publique qui ne prend que 50 médecins. Alors dès qu'on prend donc 50 médecins, tous les autres médecins sont au chômage. C'est un sujet qui est tabou chez nous, le chômage des médecins. Parmi eux, certains vont aller dans des cliniques, dans des grandes cliniques où ils auront un salaire plutôt alléchant. D'autres vont aller dans des ONG où c'est vrai qu'ils vont travailler parfois comme les esclaves. Parce que j'en connais certains qui consultent 80 patients par jour. Je me demande toujours comment c'est possible, bien qu'ils ont de très bons salaires.
et le reste sont un peu dans la rue. Parce que ce sont eux qui seront dans des centres de santé, dans des petites cliniques au quartier. Et je connais plusieurs collègues médecins qui ont 50 000 francs par mois. Ça veut dire qu'un médecin, il travaille de lundi à vendredi, il fait 2 gardes par semaine et à la fin du mois, il a 50 000. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme les bayam salam au marché. S'il y a déjà beaucoup de tomates au marché, le prix de la tomate baisse. Puisque eux n'ont pas pu entrer dans le système classique, dans la fonction publique, ils se déversent donc sur le marché privé, donc les cliniques et tout ça. Donc, quand vous allez dans des hôpitaux privés, des cliniques, vous allez voir des piles de dossiers des médecins. Et comme le responsable de l'hôpital voit beaucoup de dossiers des médecins, il se dit, si tu veux 50 000, tu viens travailler. Et certains se disent, bon, je n'ai pas envie de rester au quartier, je ne veux pas perdre la main. Et ils acceptent donc ça. Ils ne se rendent pas compte qu'en acceptant ça, ils sont en train de pénaliser tous les autres. Parce que ça donne la possibilité aux responsables de se dire que mais s'il accepte 50 000, je pourrais me donner 40 000 la prochaine fois. Et sans compter beaucoup de médecins qui travaillent de façon bénévole. Moi, je connais des collègues qui, depuis qu'on est sortis, ils sont bénévoles. Donc, ils travaillent, ils ne sont pas payés parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi en réalité. Ça, c'est le premier problème du système de santé de notre pays. Le deuxième problème, c'est un autre problème qui est tabou, ce sont les erreurs médicales. Alors, les erreurs médicales sont à l'origine de 8 000 décès par an au Cameroun. C'est une étude de 2014 de l'OMS. Et ces 8 000 décès, ça ne prend pas encore de la sorcellerie parce que c'est compliqué d'ajouter la sorcellerie dans les statistiques. Et lorsqu'on parle d'erreurs médicales, il y a eu, vous avez suivi des cas de Koumatekel, il y a eu des cas des enfants, des quintuplés à l'hôpital central qui étaient décédés et tout. Ce sont des cas sur lesquels on a fait des clichés, mais en réalité, il faut savoir qu'il y en a 8 000 par an. Je ne vais pas parler du cas du docteur Ngokana qui est décédé ici à l'hôpital général pour négligence, faute médicale parce que voilà, il n'avait pas l'argent cash sur elle pour se faire prendre en charge. Un médecin qui était d'ailleurs une senior parce qu'on a fait la même faculté. Donc c'est un autre gros problème de notre système de santé, les erreurs médicales, la négligence et du fait qu'il n'y ait pas de sécurité sociale. Le troisième problème de notre système de santé, c'est la structuration du système. Il faut comprendre que la médecine est organisée en 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la médecine primordiale et primaire, il y a ce qu'on appelle la médecine secondaire, il y a ce qu'on appelle la médecine tertiaire. Je vais expliquer ça simplement. La médecine secondaire et tertiaire, c'est lorsqu'on intervient après que la personne soit tombée malade. Ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple le paludisme grave, vous soignez, ça rapporte plus d'argent que de mettre sur pied des stratégies qui permettraient de prévenir le palu. C'est la raison pour laquelle le système de santé de notre pays, d'ailleurs qui est un héritage colonial, parce que c'est le même aussi en Occident, est directement calqué sur ce système-là qui intervient après la maladie. C'est pour ça que vous allez voir construire beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques et tout, parce qu'on veut intervenir après la maladie, donc gagner plus d'argent. Au lieu de mettre sur pied des stratégies qui permettraient, par exemple, dans le cas du palu, de prévenir le palu, au lieu des moustiquaires imprégnés qui n'ont pas une très grande efficience en réalité. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi on ne pourrait pas s'inspirer de la médecine chinoise? Parce que la médecine chinoise, à mon sens, est très révolutionnaire pour plusieurs raisons. En Chine, le rôle du médecin, c'est de consulter les personnes qui sont en bonne santé apparente. Ça veut dire de vous voir, vous, de vous consulter, de vous dire comment vous devez vous alimenter, comment est-ce que vous devez faire du sport, quels sont les vaccins que vous devez prendre, de vous donner tous les conseils qu'il faut afin que vous ne tombiez pas malade. Ça, c'est le rôle du médecin en Chine. Si vous tombez malade, on estime qu'il a failli à sa mission, donc lui doit se dépenser pour vous soigner. Parce qu'ils se disent que un médecin ne doit pas être comme un pays qui attend qu'il y ait la guerre avant de commencer à fabriquer les armes. Ou peut-être vous avez votre maison, vous avez le toit qui est percé, il pleut tous les jours. Et vous, votre rôle, c'est juste de prendre un seau d'eau, de mettre là et de recueillir l'eau. Parce que vous êtes en train d'agir sur la phase secondaire et tertiaire. Eux, ils estiment que vous devez monter sur le plafond et tout faire pour que l'eau ne tombe plus. Et c'est très intéressant parce qu'en Chine, quand un médecin a plusieurs patients devant son bureau, on considère que c'est un cancre. Parce que s'il a plusieurs patients devant son bureau, ça veut dire qu'il ne remplit pas sa mission primaire et primordiale, donc intervenir avant la maladie au lieu d'intervenir après. Chez nous, lorsqu'un médecin a plusieurs patients devant son bureau, on considère que c'est un génie. Plus il est rare et plus c'est lui le génie. Donc voilà donc un autre problème. Et chez nous, étant donné que les conditions sociales ne sont pas déjà adéquates, donc les gens n'ont pas déjà assez d'argent pour se nourrir. Donc une stratégie ou un système de santé qui est axé sur la médecine secondaire et tertiaire n'est pas bénéfique pour le patient. Parce que lui, quand il tombe malade, étant donné qu'il n'a pas déjà assez d'argent pour se soigner et même d'ailleurs pour manger, il est donc contraint à tomber dans les complications de la maladie parce qu'il ne peut pas se faire soigner, parce qu'il ne peut pas payer ses soins, puisqu'il n'y a pas de système de santé, il n'y a pas comment je vais appeler ça, il n'y a pas de couverture sanitaire
qui est prise en charge à 30% par l'État. Ça, c'est un autre problème. Et c'est sur la base de ces remarques-là, je ne vais pas parler des files d'attente à l'hôpital, parce que quand vous arrivez à l'hôpital, on vous prend en charge en fonction de l'heure à laquelle vous êtes arrivé. Sauf qu'une erreur médicale, ce n'est pas seulement un patient qui est dans le coma ou qui est en train de convulser. Vous pouvez être là, c'est vrai que je ne vous souhaite pas ça, mais il s'agit d'une erreur, une urgence, pardon, médicale. Et il faudrait peut-être qu'on prenne vos paramètres et qu'on se rassure qu'il faut agir en urgence pour que vous ne tombiez pas dans les pommes dans les minutes juste après. Donc c'est sur la base de ces problématiques-là que je me suis dit, mes collègues et moi, que est-ce qu'il n'est pas possible de mettre sur pied un système qui pourrait permettre de résoudre ces différentes problématiques-là. C'est d'où naît SOS Médecins Cameroun. Et nous allons voilà, exactement. Voilà. Alors, chers amis étudiants, chers téléspectateurs de MyUIC TV, la santé au Cameroun, c'est un problème qui nous concerne tous. Et je pense que si vous, comme moi, vous n'êtes pas des professionnels du domaine médical, suite à cette première intervention du docteur Claudel Noubissi, vous en savez désormais énormément sur les techniques de prévention et sur les différents mots qui concernent les problèmes médicaux au Cameroun. Alors nous allons prendre une petite pause et nous revenons sur ce plateau dans un instant. Alors, chers amis étudiants, chers téléspectateurs de MyUIC TV, vous qui nous rejoignez à l'instant, nous sommes en interview avec le docteur Claudel Noubissi. Dans la première partie de cet entretien, nous sommes attardés sur sa présentation, c'est-à-dire son parcours académique et professionnel. Et dans cette deuxième partie de cette interview, nous allons nous attarder sur ses projets en cours et futurs. Alors, docteur Claudel Noubissi, notre médecin entrepreneur, vous avez tellement de projets, parmi lesquels on peut compter SOS Médecins Cameroun, Startup Academy 237 qui sont les plus célèbres du moins. Alors, si vous nous en parlez. Alors, je vais conclure avec SOS Médecins et introduire Startup Academy. Donc, comme je le disais, SOS Médecins est dans une plateforme que nous avons mis sur pied avec mes collaborateurs, le docteur Fernand Mbolo, le docteur Patrick Cuissu, avec deux autres partenaires, Cédric Ndiako et puis Kwang et Patrick. Et nous nous sommes dit, on va essayer d'apporter une solution qui permettra de contribuer à l'amélioration de notre système de santé. Parce que passer le temps à critiquer, ça n'avance personne en réalité. Et quand on sort de la faculté de médecine, si on entre dans la fonction publique, on est juste en train de faire perpétuer un système qui ne fonctionne pas. Donc, pour pouvoir apporter les solutions pertinentes, il faut mettre sur pied des initiatives. C'est pour ça qu'on met sur pied SOS Médecins. Donc, SOS Médecins, c'est donc une association à but non lucratif parce que médecin, ce n'est qu'une dénomination. En réalité, il n'y a pas seulement des médecins parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas faire une structure qui n'y a que des médecins. Parce que le corps médical est constitué de plusieurs autres spécialités qui représentent des puzzles, les pièces d'un puzzle. Donc, il faut qu'on nous mette ensemble pour pouvoir être vraiment efficient. Un médecin seul ne pourrait rien. Donc, je tiens à donner déjà un coup de chapeau à toutes ces personnes-là qui contribuent au projet SOS Médecins, qui sont environ 120 aujourd'hui. SOS Médecins, c'est une association qui est représentée dans 4 villes du Cameroun. Nous avons un siège à Douala, c'est où nous faisons l'entretien aujourd'hui. Nous avons un siège à Yaoundé. Nous avons 2 représentations, une à Bafoussam, une en Gaoundéré. Nous avons une représentation en France qui s'appelle SOS Health for Cameroun parce que nous nous sommes dit aucun pays ne s'est développé sans sa diaspora. Donc, il faudrait qu'on puisse faire en sorte que cette diaspora puisse aussi contribuer parce que voilà, il faut savoir qu'en Île-de-France, en France, il y a plus de médecins camerounais en France que dans tout le Cameroun réuni. Ça, c'est une statistique qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à avoir une succursale en France pour pouvoir toucher tous ces médecins-là afin qu'ils puissent contribuer à ce projet et le rendre beaucoup plus efficient. Je vais vous donner quelques réalisations de SOS Médecins Cameroun. En 2 ans, parce que le projet a commencé effectivement en juin 2015, en 2 ans, nous effectuons des consultations médicales. À ce jour, plus de 1000 patients en ont déjà bénéficié dans ces 4 villes. Nous effectuons des campagnes de santé et de sensibilisation, plus dépistage, puisque nous faisons désormais partie de la génération de tête baissée. J'aime souvent dire qu'au Cameroun désormais, c'est même pas d'ailleurs seulement au Cameroun, tout le monde a désormais 2 cœurs. Nous avons le cœur qui est dans la poitrine et le deuxième cœur, c'est la jauge de batterie de notre téléphone. Et j'estime même que le deuxième est plus important que le premier désormais. Parce que quand votre jauge de batterie atteint déjà 5%, vous commencez à devenir compulsif, vous commencez à chercher une prise électrique pour que ce cœur-là ne s'arrête pas. Donc, quand on parle de génération tête baissée, les gens ne comprennent pas exactement à quel point c'est puissant.
Au Cameroun, il y a 2 millions de personnes qui se connectent sur Facebook tous les jours pendant au moins 20 minutes. Et c'est un chiffre qui est en croissance de 15% tous les 3 mois. Et vous comprenez donc qu'on peut utiliser les TIC pour pouvoir impulser tous les secteurs d'activité, y compris la santé. C'est pour ça que SOS Médecins Cameroun, à ce jour, 95% de notre communication, c'est exclusivement de façon digitale. Vous n'allez pas voir des voitures qui passent en route qui vous disent SOS Médecins. Nous ne passons pas à la télé, sauf quand on nous invite. Donc, les réalisations que je vous présente, c'est exclusivement grâce au digital, avec nos applications mobiles, WhatsApp et tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les campagnes de sensibilisation et de dépistage, il y a 14 360 patients qui sont déjà venus dans nos sièges et qui ont bénéficié de cela. Et pourquoi on a décidé de mettre ça? Parce que notre stratégie, c'est sur la médecine primordiale et primaire. Nous, on veut intervenir avant la maladie. Actuellement, par exemple, c'est une campagne, il y a des gens qui viennent se faire dépister, qui viennent avoir des conseils sur le cancer du sein, sur les hépatites virales, sur le diabète et toutes ces maladies-là. Nous, on met donc sur pied la structure qui permet de leur donner tout ce qu'il faut afin qu'ils ne tombent pas malades. Parce que s'ils tombent malades, on sait qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour se faire prendre en charge. Vous l'avez expliqué dans la première partie de cette interview. Exactement. Comme autre réalisation, ce sont les couvertures sanitaires d'événements. Ça, c'est très important. C'est toujours dans la dynamique d'intervenir avant. Si vous organisez un match de football, un concert, comme on a eu à le faire, comme les Canals d'Or par exemple, le dernier événement des Canals d'Or, c'est SOS Médecins Cameroun qui a assuré la couverture médicale afin qu'une équipe de médecins soit là lors de l'événement pour que s'il y a une difficulté, si quelqu'un a un malaise, qu'on puisse intervenir rapidement au lieu de passer du temps à aller à l'hôpital et pendant tout ce délai-là, il pourrait avoir des conséquences très graves. Autre réalisation, ce sont les conseils en ligne. Et ça, c'est un point qui est très important. Ce jour, nous avons 28 000 patients qui nous ont contactés via nos plateformes Facebook, WhatsApp, l'application e-santé de la Générale Informatique que je tiens même d'ailleurs à remercier ici, qui nous ont contactés via ces plateformes-là pour nous poser leurs problèmes et dont nous avons apporté les solutions. Je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'est que 60% des hommes qui nous ont contactés via ces plateformes en ligne pour des conseils souffrent d'une maladie qu'on appelle les dysfonctions érectiles. Ça veut dire les difficultés pour leur organe génital externe de pouvoir se mettre en érection de façon convenable. Et ça, c'est une statistique qu'il n'y a pas à l'hôpital. Parce que la plupart des hommes qui en souffrent ne partent pas se faire consulter à l'hôpital. Parce qu'ils ont peur du regard social. Alors que, étant donné que les réseaux sociaux, c'est anonyme, donc ils se sentent donc plus à l'aise de pouvoir exprimer leurs problèmes et nous, on leur apporte des solutions, puisqu'il existe des solutions. Je ne parle pas des femmes qui écrivent pour dire que leur homme en souffre. Ça ne fait pas partie des statistiques. Je prends une autre insolite, ce sont les femmes. Plus de 70% des femmes qui se font violer ne partent pas à l'hôpital. Elles rentrent à la maison, après parfois elles enceintent, elles enfantent, et puis elles se font avorter. Bon, on va dire que c'est les waka au quartier et tout, mais c'est un problème de fond. Il y a plusieurs femmes qui nous écrivent, docteur, je viens de me faire violer, qu'est-ce que je fais? On lui dit, madame, faites ceci, ne faites surtout pas ceci. Et si ça ne va pas, on vous envoie un médecin à domicile afin qu'il puisse vous prendre en charge dans toute l'intimité et que vous n'ayez pas à faire au regard social de l'hôpital. Donc ça, c'est un point très important. Nous sommes d'ailleurs en train de mener une étude dessus pour comprendre pourquoi ces fléaux sont aussi denses et comprendre qu'est-ce qui entraîne le fait que ça se passe ainsi pour pouvoir apporter des solutions. J'aimerais rebondir là-dessus pour vous poser une question. J'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à l'avortement. Alors ma position par rapport à l'avortement n'est pas tranchée. Je ne pourrais pas dire je suis pour, je suis contre. Parce qu'il y a certaines situations où on est obligé de pratiquer un avortement. Ça veut dire pour des raisons médicales, parfois pour des raisons psychologiques. Et maintenant, dans un certain sens aussi, je suis contre parce que la loi de mon pays est contre ça. Donc c'est pour ça que nous, on ne la pratique pas, l'avortement SOS Médecins Cameroun. Sauf si la raison médicale est clairement démontrée et que c'est un risque à la fois pour la mère, surtout pour la mère, puisque l'enfant n'est pas encore là. Donc je ne pourrais pas dire que je suis pour ou je suis contre. Donc SOS Médecins, c'est un peu ça en termes de réalisation. Le deuxième projet qui est en cours, c'est Startup Academy 237. Alors Startup Academy 237 est un projet qui a vu le jour en février 2016. Juste après SOS Médecins, parce que là j'explique les projets de façon chronologique. Pourquoi il a vu le jour? Parce que quand mes collaborateurs et moi nous avons mis sur pied SOS Médecins Cameroun, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un gros problème éducatif dans notre pays qui touche toutes les tranches d'âge de la population, même les personnes très âgées. On s'est rendu compte qu'en discutant avec des personnes, même parfois âgées, il y avait une méconnaissance de certains éléments stratégiques sur le plan de l'économie, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la politique et tout. Et je me suis dit, voilà, nous avons pu mettre sur pied SOS Médecins. Je tiens à préciser, nous n'avons aucune subvention, aucune aide étatique, rien. SOS Médecins, c'est exclusivement nous. Il n'y a personne d'autre. Et on s'est dit, comment on peut faire pour partager notre expérience avec les autres?
pour leur faire comprendre que le défaitisme, ça ne paye pas. Le fait de dire Biya a volé tout l'argent du pays, le pays est corrompu et tout, c'est bien. C'est vrai qu'il y a des tas qu'il faut condamner. Mais est-ce que le fait de rester à critiquer, ce que j'appelle la critique chronique, à savoir là de passer son temps à ne voir que ce qui ne marche pas, est-ce que ça fait avancer? Je ne pense pas. J'ai donc décidé de mettre sur pied ce projet pour partager mon expérience avec les autres. Ça, c'est un point très important. Parce que je ne me considère pas comme un coach, comme un mentor ou comme un influenceur. Bref, les mots qui sont populaires pour le moment. Moi, je ne me considère pas comme tel. Je n'ai pas de diplôme. J'aime souvent préciser. C'est pour ça que je ne veux même pas qu'on m'appelle docteur. Je n'ai pas de diplôme en entrepreneuriat, en rien. Startup Academy, c'est un projet où je me suis dit, avec SOS Médecins, j'ai eu à apprendre un certain nombre de choses. J'ai envie de partager ça avec les autres jeunes pour qu'ils arrêtent de critiquer et qu'eux aussi ils apportent des solutions. Donc, je commence Startup Academy parce que je me rends donc aussi compte qu'il y a un problème dans notre société sur le plan éducatif. Vous allez vous rendre compte que tous les projets qu'on met sur pied, c'est sur la base des problèmes qu'on a identifiés. Ce n'est pas sur la base d'une idée qu'on a eue de façon lumineuse à la maison et on s'est dit on va faire ça. Pour SOS Médecins, je vous ai parlé des problèmes et des solutions que nous on apporte. Pour Startup Academy, maintenant, je vous parle des problèmes parce qu'en entrepreneuriat, problème égale opportunité d'affaires. C'est quand on identifie un problème, qu'on apporte donc des solutions à ce problème-là. Et c'est ça qui constitue ce que j'appelle l'équation entrepreneuriale. Ça veut dire que chaque fois que vous voulez mettre sur pied un projet entrepreneurial, vous devez résoudre l'équation X égale à Y plus Z. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre dessus qui s'appelle mon équation entrepreneuriale. X, c'est le problème que vous avez identifié dans la société et la solution que vous comptez apporter à ce problème en prenant en considération votre talent intrinsèque. Y, c'est la population cible. Ça veut dire quelles sont les personnes qui ont le plus ce problème et qui auront donc besoin de votre solution en priorité. Et Y, c'est le moyen de communication qui permettra de toucher ces personnes cibles-là. On appelle ça en mathématiques une équation linéaire parce que j'aime beaucoup les mathématiques. Et c'est la résolution de cette équation-là qui permet de viabiliser votre projet. C'est ça qu'on appelle donc le business model. Quand vous résolvez cette équation, ça veut dire que vous avez le business model et répliquer cette équation vous permet donc de créer et de maturer votre projet. Si vous ajoutez… Business model ou modèle économique. Bien sûr. Parce que la plupart des jeunes chez nous ont un problème, c'est que quand ils veulent mettre sur pied un projet, ils veulent résoudre plusieurs problèmes en même temps. Vous allez voir un jeune qui va vous dire, ok, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'ordures un peu à Douala. Il se dit, voilà, on va essayer de mettre des bacs à ordures, on va essayer de descendre dans les maisons des gens pour ramasser leurs ordures, on va essayer de sensibiliser. Donc, ça veut dire, vous voyez, ils ont identifié un problème, mais ils sont déjà en train de vouloir mettre plusieurs solutions pour le même problème. Ce qui fait que leur équation devient plus complexe. Ils ont une équation du type X égale à Y plus Z plus T. Et vous savez, en mathématiques, plus on ajoute une inconnue, plus ça devient compliqué à résoudre. Donc, au début d'un projet entrepreneurial, il faut avoir un problème, une population cible et un moyen de communication. Quand vous résolvez ça, vous dupliquez, vous faites une étude de marché sur ceux qui ont utilisé votre produit ou votre solution. Et maintenant, c'est là où vous pouvez ajouter une autre inconnue parce que vous maîtrisez déjà l'équation primordiale. Startup Academy, dont la problématique principale, c'est notre système éducatif. Je sais que là encore, beaucoup de gens vont me dire, raconte n'importe quoi, mais vous devez comprendre que si à un moment donné, ce que vous expliquez ou la cause que vous défendez ne choque pas les gens, c'est que ça n'a pas de valeur. Il faut retenir ça. Et si vous dites, la raison pour laquelle on peut dire que parfois vous ne pesez pas vos mots. je vais dire que je le fais expressément. Je le fais expressément de choquer. Pourquoi? Parce que j'aime souvent prendre cette histoire d'un grand frère que j'aime beaucoup, Jean-Paul Pougala, qui disait, si vous avez un enfant, vous rentrez à la maison, il est 9 h, il est en train de dormir, alors qu'il devait aller à l'école à 7 h, vous n'allez pas aller chuchoter dans son oreille pour lui dire, mon fils, lève-toi, il est déjà à l'heure de l'école. Non, il est en train de dormir à 9 h, alors qu'il devait aller à l'école à 7 h. Vous allez prendre un seau d'eau et verser sur lui, ou lui crier dessus, que mais mon ami va à l'école. Parce que nous sommes dans un sommeil intellectuel qui est indescriptible dans notre pays. Donc pour pouvoir changer ça, ce n'est pas en chuchotant, c'est en choquant. Et vous devez le savoir parce que ce sont des techniques de neuromarketing. Lorsque vous voyez peut-être la télé, et j'aime souvent faire un coucou aux dames qui aiment bien les télé, Novela, Cerveau TV, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on regarde ces séries télévisées, la publicité vient toujours à un moment où le suspense est le plus élevé. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Parce que lorsqu'on génère une émotion, avant de présenter une information, le cerveau retient l'information qui vient juste après de façon définitive et stocke ça dans la partie consciente de votre cerveau. Toutes les autres vont dans la partie inconsciente et subconsciente. Qu'est-ce qui se passe dans l'information qui vient après? C'est la publicité.
C'est ça qui va expliquer le fait que vous allez vous retrouver dans un supermarché. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous prenez tel yaourt au lieu de tel autre. C'est parce qu'à force de ces émotions qui ont été générées, ça a donc ouvert ces canaux qu'on appelle le temps de cerveau disponible et faire passer ces publicités-là. C'est pour ça que la publicité à ce moment coûte plus cher qu'à tous les autres moments. À l'école, lorsque vous allez à l'école, il y a des manuels scolaires. On va vous dire, il faut acheter le livre de mathématiques, il faut acheter le livre d'anglais, le livre d'histoire, le livre de philosophie. Vous achetez tous vos livres. Le professeur, quand il vient en classe, il vous enseigne ce qui est au programme. Vous, on vous a dit peut-être que vous allez avoir la PlayStation 4 si vous sortez major. Donc, vous étudiez bien vos leçons. Vous respectez bien ce que le professeur a demandé d'apprendre. Quand vous partez en classe, l'épreuve qu'on donne, c'est quoi? Ça correspond à ce que vous avez vu, qui est au programme. Et comme vous avez bien étudié, vous sortez le major, vous avez 19,5. On vous donne votre touche. Vous avez tout ce que vous voulez, vous collez les petits toute la nuit, vous ajoutez sur votre CV, je viens d'avoir mon master 2, mon doctorat. Mais en réalité, vous êtes major en quoi? En répétition. Parce que c'est ça qu'il faut se poser. Tout ce que vous faites, c'est de reproduire exactement ce qu'on vous a demandé d'apprendre. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Et quand on se questionne et on se rend compte que notre système éducatif est tributaire de l'époque coloniale, parce que jusqu'à ce jour, en 2017, ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre. Il n'y a pas eu de réformes éducatives dans notre pays. C'est pour ça que vous allez voir, on va parler de l'histoire de Napoléon. On va vous parler de la géographie de l'Antarctique. On n'en a rien à foutre en réalité. Napoléon ne représente rien pour nous. Et c'est peut-être ce qui vous a amené à être un essayiste, parce que également vous avez produit déjà un premier livre, oui. Jeune entrepreneur africain, où justement vous rassemblez tous ces conseils-là. Le jeune entrepreneur africain, c'est mon 3e livre sur le plan chronologique. Parce que le premier livre que j'ai écrit s'appelle Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida. Ça pourra faire l'objet de toute une autre interview parce que ça pourrait prendre long d'en parler. Le 2e livre, je l'ai appelé Le marketing hospitalier. Dans ce livre, j'essayais de résoudre la problématique de notre système de santé. Et j'expliquais, et je le démontrais d'ailleurs, que tous les problèmes qu'on retrouve à l'hôpital dans notre pays sont dus à un problème de communication entre le personnel médical et les patients. C'est pour ça que je l'ai appelé le marketing hospitalier. Donc, enseigner aux structures médicales les techniques de marketing qui fonctionneraient mieux avec les patients. C'est pour ça qu'on parle là-bas de patientèle et non de clientèle. Et le 3e livre, donc, c'est le jeune entrepreneur africain parce que personne ne doit mourir sans écrire au moins un livre. Moi, je trouve que quelqu'un qui meurt sans écrire un livre, il laisse brûler toute une bibliothèque. Nous tous, on a une expérience extraordinaire qu'il faudrait qu'on partage avec les générations futures. On n'a pas besoin d'être écrivain. Moi, je ne suis pas écrivain. Je n'ai pas appris ça à l'école. Je l'ai appris en autodidacte. Et je ne suis pas sûr que je suis très nul. Donc, ça veut dire que si on travaille, si on met de la détermination, si on se met en tant qu'autodidacte et qu'on s'entoure de personnes qui ont eu à réaliser ce qu'on veut réaliser, on peut réaliser un certain nombre de choses. Donc, le jeune entrepreneur africain, c'est un ensemble de livres parce que là, c'était le tome 1 où je parlais beaucoup plus du système éducatif pour expliquer tout ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Donc, la solution donc qu'on apporte à Startup Academy, qui est une nouvelle école qui permet de pouvoir déjà présenter ce qu'on a expressément enlevé de l'école, parce qu'il y a certaines formations qui ont été enlevées de l'école pour que lorsque nous sortions de l'école, nous soyons juste des automates. C'est pour ça qu'il n'y a aucune école qui forme à devenir patron. Quand vous sortez de l'école, que vous ayez bac plus 9, c'est le CV à la fin, avec une belle photo, où vous expliquez comment vous êtes talentueux, vous parlez 9 langues, mais en réalité, vous allez juste faire huiler une machine qui existe déjà. Parce que ceux qui mettent sur pied le système, ce sont les industriels et ce sont les entrepreneurs. Il faudrait que quand vous sortiez de l'école, vous veniez travailler dans les usines et les entreprises qu'eux, ils ont déjà créées pour qu'eux, ils restent patrons éternellement et vous salariés éternellement. Et c'est dans ce cadre que vous organisez donc plusieurs séances de formation. Exactement. À l'Ouest également. Bien sûr, parce que nous nous sommes dit au début, la première chose qu'il faut faire, c'est de sensibiliser. C'est de passer l'information au maximum de personnes. Pour le faire, il faut réunir ces personnes dans un espace et leur passer l'information. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec les conférences dans la ville de Yaoundé, dans la ville de Douala, et on en a fait aussi dans la ville de Bafoussam. Ça, c'est la première étape de la Startup Academy, la sensibilisation. On passe l'information pour faire comprendre aux gens que arrêtons de dormir intellectuellement, d'où le fait de vendre son lit. Parce qu'on dit vendre son lit, les gens se disent que mais je vais dormir ou maintenant si je vends mon lit, je vais dormir. Mais il faut prendre cet aspect sur le plan intellectuel. Qu'est-ce qui explique le fait qu'en 2017, 80% des cure-dents sont importés? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on importe les cotons-tiges? Qu'est-ce qui explique le fait que les femmes qui ont déjà un enfant, et la plupart des fois, lorsque l'enfant, surtout quand il est encore nourrisson, il a des problèmes, des difficultés respiratoires, il doit utiliser un médicament qui s'appelle Stéréma, qu'on va en pharmacie. En fait, c'est de l'eau salée. Qu'est-ce qui explique que dans notre pays, en 2017, on forme des pharmaciens qui sortent avec des doctorats
qui vont dans des pharmacies vendre l'eau salée importée. Ça veut donc dire qu'on a un gros problème. On est en train de sommeiller intellectuellement, d'où il faut vendre son lit et devenir un rebelle intellectuel. Et c'est ça que j'appelle l'autodéfense intellectuelle. Sur la base de toutes ces problématiques et de toutes ces difficultés qu'on a observées dans notre société et de ce sommeil intellectuel qui touche toutes les tranches d'âge, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, c'est pour ça que j'aime dire, moi j'aime le dimanche dans notre pays. Parce que le dimanche, personne ne doit sortir de sa maison le dimanche. Vous devez voir la télé. Parce que à 9 h d'abord, vous voyez la télévision nationale, les gens qui sortent de l'église viennent de vous dire que j'ai causé avec le Seigneur tout à l'heure. Et à partir de 11 h 30, il y a les plus intellectuels du Cameroun qui passent dans toutes les chaînes et qui nous expliquent le problème du Cameroun et des Camerounais depuis 60 ans. Et 60 ans plus tard, on ne se rend pas compte que même ceux qui font l'agriculture, là, vous savez que même les machettes sont importées. La machette qu'on utilise au champ, c'est importé. Les cotons sont importés. Et ceux qui nous exportent, qui nous envoient parfois leur coton qu'on utilise à l'hôpital pour les plaies, parfois ne produisent pas du coton. Donc on produit le coton, on envoie chez eux, ils prennent, ils mettent dans les plastiques, ils nous envoient chez nous avec une plus-value x 50. Et nous on utilise, on met sur les plaies en étant content. Donc c'est la raison pour laquelle il faut se rebeller intellectuellement. Et quand on se rebelle intellectuellement, on ne peut pas être docile. C'est pour ça que parfois on choque. Et c'est fait exprès. Parce que c'est en choquant qu'on provoque une modification de mentalité. Mon but, ce n'est pas qu'on soit content de ce que je dis. Mon but, ce n'est pas qu'on dise, oh vraiment, Claude, il a dit des choses pertinentes. Je m'en fous, ça ne m'apporte rien. C'est pour ça que j'ai fait une fois une publication qui a choqué les gens où je disais, arrêtez de me dire du courage. Parce que quand vous me dites du courage, ça ne me sert à rien. C'est un peu comme si nous sommes actuellement dans notre maison là, et il y a un incendie qui commence à ravager toute la maison. Et moi, pendant que je me lève, j'essaie de chercher un seau d'eau pour essayer d'éteindre le feu. Toi, tu te couches, tu prends ton téléphone, tu dis, oh vraiment, Claudette, du courage. Bats-toi, il faut vraiment que le feu là s'éteigne. Mais nous deux, nous sommes dans le feu. Toi, tu dois aussi prendre le seau et éteindre l'eau, éteindre le feu. Si c'est que tu restes là à dire que du courage, comme si toi, tu étais épargné du problème, moi, je ne veux pas de ce courage-là. Le meilleur moyen de me dire du courage, c'est en prenant un seau d'eau et en versant aussi. Donc, en ayant des initiatives personnelles toi-même ou de façon collective. Donc, venir dire la félicitation, machin, ça ne me sert à rien. Donc, mon but, ce n'est pas que les gens soient contents de ce que je dis. Mon but, c'est que les gens prennent conscience et commencent à changer la manière de faire, de penser et d'exécuter. La deuxième étape de Startup Academy, parce que sensibiliser, on ne peut pas devenir entrepreneur en 6 heures de temps. Et j'aime souvent le dire parfois, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est se mettre en mode guerre. Ça veut dire que tu te mets dans un mode où ça sera difficile ce qui va t'arriver. Si tu penses que voilà, si on te gifle sur la joue gauche, tu dois tendre la joue droite, c'est mieux de faire ton CV. Parce qu'un entrepreneur, si on te gifle sur la joue gauche, tu donnes un coup de poing. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la guerre. Tu auras tellement de difficultés sur le chemin. C'est pour ça que j'aime souvent dire, il y a 9 formes d'intelligence. Et à l'école, on n'apprend que 3. Parce que ce sont des formes d'intelligence qu'on ne développe pas à l'école. Et les jeunes qui ont ces formes d'intelligence, je prends peut-être un jeune qui a une intelligence musicale. Parce que l'intelligence musicale, c'est une forme d'intelligence. Qui va à l'école classique. Ben, on n'enseigne pas l'intelligence musicale à l'école classique. Donc, il va avoir l'impression qu'il est un con. Chaque jour qu'on va lui dire, tu as 2 en mathématiques, tu as 3 en physique, les autres vont se moquer de lui. Il va intérioriser le fait qu'il est con. Puisque chaque jour on lui dit, mais vraiment, tu ne vaux rien, tu ne vaux plus ceci, il est dernier de la classe. Alors qu'il a une autre forme d'intelligence qui pourra le rendre extrêmement important pour la société. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous dites, nous sommes tous des génies. Absolument. Et c'est Einstein de théoriser en disant que notre système éducatif, c'est un système où on prend des singes, on prend des chevaux, on prend des poissons, on leur dit à tous que l'exercice à faire, c'est de grimper sur l'arbre. Et directement, le poisson a l'impression qu'il sera con toute sa vie, puisque lui ne peut pas grimper sur l'arbre. Mais il suffit de le mettre dans l'eau pour se rendre compte que c'est un excellent nageur. Donc, notre système éducatif, en principe, devait pouvoir identifier le talent intrinsèque de chaque individu et de pouvoir l'orienter en fonction de son talent intrinsèque pour qu'il soit excellent dans ce qu'il aime déjà et ce qu'il possède parce qu'il a eu à côtoyer ça dans son environnement. Sauf que le système éducatif ne le fait pas. Et c'est ça qu'on veut résoudre à la Startup Academy. Et la deuxième étape, donc après les conférences, parce que voilà, on ne peut pas devenir entrepreneur en 6 heures de temps, ce sont des formations. C'est pour ça qu'on a mis sur pied un siège ici à Douala. On a un siège qui est en train d'être finalisé à Yaoundé, il sera opérationnel le 1er août. On compte avoir un siège dans toutes les 10 régions du Cameroun, avoir des représentations à l'étranger, parce qu'il faudrait que ça devienne une société d'investissement où on aura des investissements dans tout le monde entier. Parce que c'est l'économie qui dirige un pays, ce n'est pas la politique. Si vous avez votre père qui vous donne de l'argent chaque matin pour aller à l'école, il va vous dire, mon fils, tu dois être major. Il va vous dire, je ne veux pas que tu rentres après 20 h chez moi. Il va vous dire, je ne veux pas de mini-jupe.
Je ne veux pas de garçon chez moi. Si tu trouves que tu es déjà grand, va louer ta maison. Parce que c'est celui qui finance, qui dirige comment est-ce que tu dois fonctionner. Dans notre pays, 85% de nos recettes fiscales proviennent des multinationales. 54% des capitaux qui sont investis chez nous sont des capitaux étrangers. Tout le commerce qu'il y a au Cameroun ne représente même pas 5% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire ces statistiques? Les recettes fiscales, pour ceux qui connaissent le b.a.-ba de l'économie, savent que c'est avec les recettes fiscales qu'on paye les fonctionnaires, qu'on construit les routes, qu'on construit les hôpitaux. Et 85% de cet argent provient des multinationales. Ça veut dire provient des personnes qui viennent d'ailleurs. Et dans l'histoire, aucun peuple n'est allé dans un autre pays développer ce pays-là. Donc aucun pays n'a quitté son pays pour aller dans un autre pays le développer. Donc quand quelqu'un vient chez vous, c'est toujours pour des intérêts. C'est la raison pour laquelle, donc, étant donné que c'est eux qui dirigent notre économie, ils mettent donc sur pied, ils imposent aux politiciens de mettre sur pied une politique qui va garantir ces investissements. Puisque s'il n'y a pas ces investissements, le pays tombe en faillite. Et ce n'est pas le fait de commenter sur Facebook, faire des marches qui vont faire en sorte que ça change. Si ces statistiques-là ne changent pas, rien ne va changer. Et ces personnes-là qui détiennent notre économie ont des intérêts qui sont contraires à l'intérêt général de la population. C'est la raison pour laquelle la politique ne permet pas d'améliorer nos conditions de vie. Je prends un autre exemple qui va peut-être vous choquer. Moi, dernièrement, j'ai consulté les statistiques d'un service qui s'appelle Orange Money. C'est un service qui est en train de faire fureur au Cameroun, qui est en train de déstabiliser même certaines entreprises locales. Et les statistiques sont effrayantes. C'est un service qui est revendiqué en juin 2015 17,4 millions d'utilisateurs. C'est un service qui est présent dans 14 pays africains, notamment les pays d'Afrique subsaharienne. Au mois de juin 2016, ils ont fait un chiffre d'affaires de 655 milliards de francs CFA. Ça veut dire 1 milliard d'euros dans des pays pauvres et très endettés. Au cours de l'année 2015, leurs transactions financières dépassaient c'était exactement 4 885 milliards. Et moi, j'ai comparé ça avec le budget du Cameroun de 2016, qui était de 4 200 milliards environ. Donc, les transactions financières de Orange Money, ça dépassait le budget du Cameroun. Parce que quand on dit que c'est eux qui détiennent notre économie, on a l'impression qu'on raconte les beignets bouillis. C'est donc pour ça qu'il faudrait que nous on s'arme sur le plan économique pour pouvoir répondre à ça. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la richesse et non faire l'économie du Bayam Salam. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie du Bayam Salam? C'est le fait que vous allez voir, on va vous dire que les Bamileke et les Nordis sont l'économie du pays. Quand je suis des choses comme ça me fait rigoler. Ça ne veut absolument rien dire, ils ne détiennent rien. Ils ne détiennent rien, pourquoi? Parce que vous allez aller dans un grand hôtel détenu par un Bamileke. Je ne vais pas citer d'hôtel. Vous allez voir que la moquette est importée. Les tasses de lait sont importées, le lait est importé, les draps sont importés, les tables sont importées, les serrures sont importées. Tout est importé, les cheveux sont importés, même les cerveaux sont importés. Ça fait donc quoi? Ça fait que cet hôtel est en train de travailler pour donner des devises à d'autres pays qui produisent ça. Puisque nous, on ne produit rien, même le cul-dent. Parce que si vous fabriquez votre cacao, vous voulez vendre votre cacao à la Belgique, on ne vous paye pas en francs CFA. Un autre problème encore, le franc des colonies françaises d'Afrique. On vous paye en devises. Et étant donné que c'est la France qui garantit notre monnaie, ce n'est même plus seulement la France, c'est désormais l'Union européenne, on verse toutes nos devises au trésor français. Les devises, c'est l'or, c'est le diamant et tout ce que vous pouvez imaginer. 50% de ces devises-là, c'est la France qui les détient, qui prend ça, parce qu'ils garantissent notre monnaie. Et nous, on n'a que 50%. Et étant donné que nous, on ne produit pas suffisamment, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de devises. Chaque fois qu'on consomme un produit qui vient d'ailleurs, on est en train de donner des devises à ces pays-là. Mais sauf qu'il faut, à un moment, il va falloir rembourser. Comme nous ne produisons pas suffisamment de devises, ça fait que le déficit devient de plus en plus grand. C'est pour ça que vous entendez parler de dévaluation de la monnaie. C'est pour ça que vous entendez parler de plan d'ajustement structurel. Parce qu'on ne produit rien. On ne fait que consommer ce qui vit. C'est pour ça qu'on fait la promotion du Made in Cameroun. Les gens se disent que c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est un élément vital pour l'économie de se développer. Donc, Startup Academy maintenant est dans un stade de formation. On compte former des guerriers. Si quelqu'un ne sent pas qu'il a la flamme d'un guerrier pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est mieux qu'il fasse son CV. Surtout qu'il y a des formes d'intelligence qui sont faites pour être un bon salarié. Parce qu'il y a des personnes qui sont très compétentes pour exécuter des tâches. Parce que quand je dis ça, on peut se dire que je suis contre le salariat. Non. Sauf que quand vous êtes dans un pays où presque toutes les entreprises, vous avez dit 54% des capitaux investis sont des capitaux étrangers. Donc quand vous sortez de l'école, il y a trop de chances que vous travaillez dans une entreprise qui n'appartient pas à notre pays. Donc que les mécanismes d'extradition des capitaux fassent en sorte que l'argent reparte ailleurs. Ça veut dire que vous mettez tout votre talent, toute votre intelligence, tout votre temps pour travailler à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre pays. Ces capitaux-là vont servir à construire de nouvelles autoroutes en France, de nouveaux hôpitaux.
Et vous allez aller sur Facebook dire Paul Biya a vendu le Cameroun. Vous ne savez pas que c'est vous qui travaillez pour que le pays ne se développe pas. Moi, j'étais à Polytechnique dernièrement où 90% des étudiants qui sortent de Polytechnique sont tous salariés à la fin de la formation. 90%. Et je leur expliquais qu'en fait, c'est une école coloniale. On ne leur a pas appris de façon démonstrative en fonction de notre environnement et de notre contexte comment faire pour optimiser leurs connaissances qui sont incroyables afin qu'ils puissent créer la richesse. Quand ils sortent, ils font leur CV et ils vont dans les entreprises étrangères qui sont déjà là travailler comme de bons salariés. Et se dire, il faut retenir ça, 90% des gens qui partent au travail le matin sont mécontents en partant. Près de 100% sont conscients que le salaire qu'ils vont toucher à la fin du mois, ça ne va pas suffire à combler toutes leurs charges mensuelles. Et près de 99,8%, parce que la rigueur scientifique empêche de dire 100%, sont mécontents en rentrant dans les embouteillages. Mais ils partent quand même chaque matin. Et j'aime souvent dire que ça, c'est un esclavage moderne qui est pire que celui d'avant. Parce que nos ancêtres, on les fouettait pour aller au champ. Maintenant, nous, on se lève tous les jours à 4 heures. On fait sa petite toilette. On boit le café, s'il y a le café à la maison. S'il y a même l'eau pour se laver. Et on court pour aller réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Nous, nos rêves, on n'y pense que dans les rêves la nuit. Alors, chers téléspectateurs, tel que vous-même le remarquez, il est difficile pour moi de placer un mot parce que le docteur ici a tellement de choses à dire et il parle vraiment avec la haine d'un guerrier au point où moi-même je l'admire à regarder parler. Alors, comme il est coutume dans cette interview, parce que nous ne pouvons pas tout en parler aujourd'hui, mais avant quand même, docteur, nous avons remarqué que vous êtes quelqu'un de très élégant et puis cela, vous pouvez peut-être en une minute nous parler de sur-mesure qui est... Oui, en une minute, sur-mesure, c'est une ligne de vêtements. Tout simplement parce que je me suis dit, lorsqu'on achète un vêtement, on achète toujours ce que quelqu'un d'autre aimait. Vous allez au marché, vous allez acheter une chemise, vous allez acheter ce que le couturier aimait et il a cousu. Vous essayez juste de voir si ça correspond à vos préférences. Donc, sur mesure, c'est une start-up qui est basée sur le numérique. Ça veut dire que nos applications mobiles seront disponibles dès la fin de ce mois. Donc, vous donnez vos mesures en ligne. On a un algorithme qui vous permet de prendre vos mesures. Vous choisissez le tissu qui vous intéresse, le modèle de vêtement qui vous plaît. On a des stylistes qui vous orientent en fonction de votre morphologie sur le type de vêtement qui pourrait vous aller. Et on vous réalise votre vêtement, on vous le livre chez vous en 72 heures, qu'importe l'endroit où vous vous trouvez sur le territoire. Donc c'est un peu ça sur mesure et je l'expérimente d'abord moi-même avant de voir si le product market fit s'établit. Et voilà. Et j'ai remarqué avec le temps que les gens étaient intéressés par ça. C'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre une plateforme qui pourra leur permettre aussi eux-mêmes de pouvoir utiliser des vêtements qui correspondent à ce qu'ils aimeraient bien. Et pour que plus tard, nous puissions nous-mêmes produire des tissus chez nous et consommer des produits 100% camerounais. Alors tout à l'heure, docteur, vous avez dit que vous n'avez pas de subvention. J'aimerais quand même vous poser la question de savoir comment tous ces projets sont financés. C'est une question très pertinente, surtout lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat au Cameroun. La question du financement revient toujours. C'est pour ça que dans le livre, le jeune entrepreneur africain, j'ai tout un chapitre où je parle de comment lancer une entreprise sans financement. Parce qu'en réalité, votre premier financement, c'est votre cerveau. Votre premier financement, c'est votre capacité à pouvoir résoudre l'équation entrepreneuriale. C'est votre capacité à pouvoir utiliser ce dont vous disposez pour résoudre un problème qui est identifié dans la société, de répliquer cela, de pouvoir avoir une intelligence financière pour savoir comment gérer vos actifs, vos passifs et développer votre activité. C'est clair qu'arrivé à un certain moment donné, vous avez besoin d'un peu plus de fonds. Maintenant, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre en groupe, il faut se mettre en équipe. Vous ne pouvez rien réussir seul. Et récemment, nous avons fait une levée de fonds, par exemple, avec Startup Academy. Nous avons réussi à lever 21 millions de francs en 24 heures. Et nous sommes d'ailleurs en train de travailler avec l'équipe de Olivier Madiba, c'est une formidable équipe. Ils ont monté un programme qui s'appelle Kiro Ubuntu, où ils aident les startups à lever des fonds parce qu'ils ont déjà eu à le faire eux-mêmes. Donc, on est en train de travailler pour que lorsque les gens finissent notre formation, qu'ils aillent directement continuer chez lui pour lever des fonds et continuer avec leur projet. Et nous pouvons dire, chers téléspectateurs, qu'il s'agit d'une magnifique alliance parce que vous avez pu le remarquer, monsieur Olivier Madiba était déjà passé sur ce plateau également et l'associé à notre liste entrepreneur de la journée, on pourra dire que ça va faire boum. Alors, docteur Kurenou, ici, nous avons pour habitude, pour terminer l'émission, de demander à l'invité de s'adresser face caméra pour justement donner quelques conseils à tous ces jeunes-là qui aimeraient se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat au Cameroun. Alors, ce que je pourrais dire ou donner comme conseil à un jeune qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de croire en lui. Ça, c'est la première chose.
Notre système nous a poussé à ne plus croire en nous, en se dire que voilà, la solution viendra forcément des autres. La deuxième chose qu'un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une guerre. L'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de romantique où on fait des choses comme à la télévision. Donc, il faut s'armer intellectuellement, il faut s'armer physiquement. Il faut savoir que les personnes qui sont en face sont extrêmement redoutables. Il faudra adopter des stratégies méticuleuses pour pouvoir contourner l'obstacle lorsque ce n'est pas possible de le détruire tout simplement. La troisième chose que je pourrais dire à un jeune, c'est de savoir qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être entrepreneur en ayant une seule formation. Et c'est ça encore le problème de l'école classique où vous apprenez histoire, vous vous spécialisez en histoire, vous ne faites que l'histoire, vous devenez l'expert de l'histoire. Mais sauf que là, je ne suis pas en train de dire que l'histoire ne sert à rien, mais ça ne pourra pas vous permettre d'optimiser votre talent entrepreneurial parce que pour gérer une entreprise, il faut des compétences en comptabilité, des compétences en gestion des ressources humaines, des compétences en management, des compétences en espionnage. Parce que c'est un aspect que les gens oublient toujours chez nous ici. L'espionnage fait partie des stratégies d'une entreprise. Et vous devez donc être un autodidacte. Et Internet a permis ça. Vous devez vous former sur Internet. Il y a des formations qui sont gratuites. Il y a des cours qui sont gratuits. Ne commentez pas seulement les photos sur Facebook. Ne mettez pas seulement les commentaires. Tu es très bien habillé. Internet a été créé pour pouvoir démocratiser l'information afin que vous puissiez chercher l'information qui vous intéresse parce que la télé est manipulée, la radio est manipulée, la presse est manipulée parce que c'est détenu, l'information est orientée en fonction des intérêts des personnes qui les détiennent. Donc, croyez en vous. Essayez d'identifier votre talent intrinsèque. Comme je le disais, il y a 9 formes d'intelligence. Essayez de savoir quelle est la forme d'intelligence que vous avez, développez-la et créer, travailler au quotidien et sachez que vous ne pouvez rien réussir seul. Vous devez toujours vous considérer comme une pièce d'un puzzle, comme la partie d'un miroir qui s'est brisée et votre but c'est de vous coller avec les autres parties pour former la magnifique image que doit devenir notre pays dans très peu d'années. Comme j'ai un ami Eugène qui aime le dire, 2035 c'est loin, c'est maintenant qu'on le fera. Alors, merci docteur pour nous avoir reçu. Alors, c'est moi qui vous remercie d'être passé chez SOS Médecins pour nous accorder l'exclusivité de participer à cette émission que je trouve très louable. J'espère qu'elle ira plus loin encore et pourquoi pas, on pourra participer d'une certaine façon à ce qu'elle puisse rayonner davantage. Alors, merci à vous. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir bien voulu suivre cette émission jusqu'à la fin. Alors, comme habituellement, je vais conclure en remerciant toute l'équipe technique Boss. Je pense comme ça à Nick Paul Nicanor de la Chalouie, l'homme qui est toujours aux commandes. Je pense comme ça au grand docteur Fancho, l'homme derrière les 1000 milliards de boutons qui permettent à cette émission d'être réalisée toutes les semaines. Je pense à M. Metomo, je pense au directeur TQ, bref, je pense à toute l'équipe technique. Merci encore et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci.